Bonjour. En cet début d'année, je suis très contente de recevoir une amie de longue date. L'amie Mimi et moi, ça fait... 25 ans. On va faire comme si j'ai pas entendu, mais ça fait quand même 25 ans qu'on se connaît. On a eu un moment, on a travaillé beaucoup sur le maïs, Mhm. il y a de belles décennies. Et aujourd'hui, on a à nouveau un autre point commun. Nous gérons toutes les deux un gîte rural dans le Gabon. Et encore une fois, gérer un lieu de vie et de partage nous emmène sur des chemins où, par la générosité, par la volonté du partage, par l'envie de faire découvrir à autrui, nos chemins se rencontrent. Donc je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de recevoir Lamiat Mimi. Lamiat Mimi qui est installée autour de Korba et qui aujourd'hui a mis en place une entreprise qui cherche à promouvoir la cuisine tunisienne de façon générale, du Gabon de façon particulière, à travers Sawé Taste of Tunisia. Mhm. Donc Sawé qui est le nom du gîte et Exact. Taste of Tunisia. Raconte-nous un petit peu. Alors, Sawa, comme tu as dit, c'est le nom du gîte et ça veut dire ensemble en arabe littéraire. Et donc, Sawa Taste of Tunisia, ça a été un peu un développement naturel de Sawa, puisque en m'installant à la campagne, j'ai découvert beaucoup de produits du terroir, j'ai découvert beaucoup une cuisine locale, régionale, que j'ai eu la chance de pouvoir partager avec nos invités, nos clients. Et j'ai réalisé à quel point il y avait une méconnaissance de cet héritage culinaire. Et lors d'une de mes rencontres, j'ai rencontré donc Jamie Furniss, qui est un docteur en anthropologie, qui a vécu en Tunisie et qui est aussi passionné de cuisine et de gastronomie. Et ensemble, donc, on a développé Sawa Taste of Tunisia, qui fait donc découvrir la cuisine tunisienne, ses produits du terroir, son street food, ses vins, ses eaux florales, ses pâtisseries, à travers la Tunisie, mais en particulier sur le Gabon. Donc, nous proposons des street food tours, des visites guidées de marché, des dégustations d'huile d'olive, de vin, des ateliers de harissa, de pains locaux comme le mlewi ou le tabouna. On organise aussi des ateliers de makrouf fi Qorouen, des ateliers de fabrication de fromage fi Béja. Et donc, en fonction des régions, on développe les spécialités locales et on permet aux gens de rencontrer des locaux, de partager, d'échanger et donc de découvrir ce riche culinaire que nous avons. Et c'est précisément ce qu'essayent de faire en fait de nombreuses maisons d'hôtes et gîtes ruraux. À Darjbel, on organise des ateliers de fabrication de pain, mais pas que de la tabouna ou du mlewi, mais même le khobz dar ou khobz smid, où on essaye aussi de faire des pains farcis. Hounéa, on fait des ateliers de cuisine. Donc on choisit, on organise soit carrément tout un menu que les guests ensuite vont finalement déguster, ou alors c'est ou de la cuisine tunisienne rurale, de la cuisine tunisienne un peu plus élaborée, un peu plus raffinée, mais aussi de la cuisine internationale pour ceux qui le souhaitent. Autour de la cuisine à Darjbel, autour des produits du terroir, il va de soi que les ateliers de dégustation d'huile d'olive sont un must. Mais il y a ça et bien plus. Pendant la saison de la récolte de l'huile d'olive, on organise des team building autour de l'huile d'olive et autour de la récolte d'olive. Donc, en fin de compte, dans nos maisons respectives, la cuisine est un outil de promotion de notre culture, de notre façon de vivre, de notre identité. Et c'est en ça où une maison d'hôte ou un gîte rural permet une proximité avec le client, permet une vraie immersion culturelle. Qui sont tes clients? Qu'est-ce qu'ils te disent quand ils dégustent les produits de la maison ou la cuisine de la maison?
En général, les clients sont très surpris parce qu'en général, c'est une cuisine qu'ils ne voient malheureusement pas s'ils séjournent dans des hôtels. Ils vont trouver plus une cuisine internationale, un petit coin tunisien, qui souvent, on va retrouver couscous, mais on ne trouvera jamais de la rechta, on ne trouvera jamais des noix, on ne trouvera jamais du mermez ou la gnaouia, qui sont vraiment des spécialités tunisiennes qu'on ne trouve pas Mais malheureusement dans plus les que ça, buffets. en fait, souvent dans les buffets, il y a la partie tunisienne et on ne dit pas aux étrangers notamment, Mhm. اللي ما لازمكش تحط ملوخية على الكسكسي. Parce que Exactement. souvent ils mettent tout dans la même assiette et tous les goûts يدخلوا بعضهم et du coup, Ce n'est plus bon. ce n'est absolument, ça devient même immangeable. Et en fait, Exactement. voilà, c'est en ça aussi où la cuisine a besoin d'acteurs Mhm. et d'acteurs comme nous, comme les Exactement. artisans, comme les producteurs, comme les restaurants populaires où Mhm. on mange, toi et moi et les Tunisiens, pas uniquement touristiques. Mhm. Et c'est en ça où effectivement où le tourisme est en train quand même de changer de visage. Mhm. Jusqu'à il y a une dizaine, quinzaine d'années, on pouvait difficilement trouver un koski belberzgen ou trouver un koski belosben quelque part. Alors qu'aujourd'hui, dans nos restaurants populaires, c'est en train de se généraliser. Est-ce que tu Exactement. le sens ou pas Oui, bien évidemment, on le sent très très bien et les gens sont dans le partage, ils osent goûter. Nous, on a tendance à penser que le touriste ou le voyageur étranger ne va pas oser goûter à la mnoukhia parce qu'elle est noire ou goûter au La leblé mlokhia est verte, Aïchek. Oui, mais une fois qu'elle est cuite, le plat Verte intense. un vert très intense. Mais quand il avant en premier l'avant noir, alors que lui non, ils sont curieux, ils osent goûter, ils apprécient et ils en redemandent. Donc, et nous, dans le cadre de nos circuits, comme tu l'as dit, on séjourne dans les maisons d'hôtes, on séjourne dans les gîtes ruraux, on donne l'occasion d'échanger et le voyageur pose des questions qu'il ne peut pas se permettre de poser dans les restaurants ou dans les hôtels. Et donc, en séjournant chez l'habitant, dans les maisons d'hôtes et les gîtes ruraux, il se permet de vouloir ça. Il demande à savoir l'historique de la mnoukhia, d'où elle vient, l'historique tal kouskim, tal leblebim, tal kaskrut tounsi, quels sont les avantages, quels sont les bienfaits, pourquoi la cuisine tunisienne est considérée une cuisine méditerranéenne et qui est bonne pour la diète. Toutes ces questions sont posées, alors que dans un restaurant, ils vont manger et partir très souvent sans vraiment goûter à une cuisine locale. Et donc ça permet de vraiment échanger, partager et rentrer avec plein d'histoires, plein de connaissances et d'en parler à son retour. On a toujours beaucoup à raconter en général quand on passe par les maisons d'hôtes, par les gîtes ruraux, par nos circuits et par toutes ces activités enrichissantes. En fait, le client, quand il vient, surtout le touriste étranger ou le voyageur étranger, quand il vient en maison d'hôtes, moi je l'ai remarqué, Fidar Jbel, les produits que j'ai, ils les achètent et ils me demandent où est-ce qu'ils peuvent réellement acheter. Moi, ça va des fois l'arcel qui est produit dans la montagne juste à côté par la maison d'à côté, il est dans nos propres terres. Je lui dis, tu vas là à l'épicier du coin quand c'est pas moi qui l'ai. L'huile d'olive, il m'est arrivé d'avoir, moi, il m'est arrivé et ça continue encore. J'ai des clients qui viennent et qui me demandent la même huile d'olive et je les sers, je leur livre l'huile d'olive parce qu'ils sont rassurés, ils l'ont goûté, ils savent d'où elle vient, ils sont rassurés par la qualité, ils savent qu'il n'y a aucune faille possible, donc c'est une forme de transparence, une forme de traçabilité qui va les rassurer et ça c'est génial. Mais dans Sawa Taste of Tunisia, Lamia, est-ce que vous allez négocier les menus pour faire une balade à travers les spécificités de chaque région? Le programme envoie des clients à une maison d'hôtes qui m'a Jbel ou dans une maison à Karouen. Est-ce que derrière il y a un suivi par rapport au fait que les gens ne vont pas manger du couscous tous les jours? Parce que c'est aussi un peu ça, sortir un peu de l'image folklorique du couscous brika et slata mchouya et aller vers les spécificités qu'on va ne trouver que dans certaines régions ou que dans certaines familles. Parce que la cuisine en Tunisie est une question de femmes, est une question de famille, est une question de terroir. Et en fait, il y a là tous ces récits autour du culinaire qui vont être au service du tourisme, au service de l'expérience du client qui sont encore à faire. Il y a un vide énorme, quoique là, on peut dire que depuis quelques années, il y a de plus en plus de publications. Je pense au livre de Melek Labidi et le travail fabuleux qu'elle a fait. Moi-même, j'ai fait un livre sur les produits de ramassage et la cuisine
cuisine des femmes rurales pour le ministère de l'Agriculture il y a de cela 5 ans, dans une forme digitale qui est disponible d'ailleurs sur Internet et je mettrai le lien plus tard. Il y a un super livre produit par Darhay à Nafta. Ils ont fait quelque chose sur la cuisine du Sud. Donc il y a quand même une espèce de prise en compte, voilà, d'une espèce de prise de conscience, d'abord sur l'importance de la cuisine comme lien social, comme lien identitaire, mais aussi des acteurs qui Massaoué Taste of Tunisia Lyoum, quand ils vont aller permettre ou accompagner des touristes qui viennent du monde entier, comment est-ce que ça se gère? Comment est-ce qu'on va partager une information que le touriste final n'a pas forcément comme skills ou comme outil pour pouvoir commander à l'avance? Comment vous gérez ça? Alors, nos circuits sont tailor-made, ils sont sur mesure. C'est-à-dire qu'on a très souvent un appel avec la personne qui va venir ou le groupe. On va voir un peu quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Et en fonction de ça, on fait vraiment du sur-mesure. Donc, on va avoir des circuits culinaires, mais on y inclut aussi du culturel si la personne est intéressée. Si elle est intéressée par le tissage, on va lui faire rencontrer les artisans comme ce qu'il a fait le Mahdeya ou d'autres sur Nabeul, ou l'association des ambassadrices de Hammamet qui vont montrer comment les broderies se font, comment le tissage se fait. Et donc, on va vraiment faire du sur-mesure. S'ils ont envie de faire du yoga, on peut inclure du yoga. Donc, c'est vraiment, l'essentiel est culinaire, mais on inclut aussi d'autres ingrédients en fonction de l'intérêt du voyageur. Et donc, on lui envoie, on a son accord et à partir de là, nous, on va commencer à discuter avec les différents artisans, les différentes maisons d'hôtes ou gîtes ruraux où on va s'arrêter. On va discuter des différents menus, comme tu as dit, pour ne pas que les plats se répètent, pour qu'ils aient l'occasion de tester différents plats de différentes régions, avec différentes épices, en fonction de vraiment des spécialités de la maison. Parce que, comme tu as dit, certaines familles sont connues pour certains plats, pour certaines épices, pour vraiment des spécificités. Donc, on joue sur ça et c'est très, très apprécié par le voyageur. Donc, à ce jour, Sawa Taste of Tunisia a reçu combien de clients? On a commencé fin 2023. Donc, on va se baser sur 2024 et 2025. 2025, on a eu, on a les day experiences, c'est-à-dire que le client peut séjourner dans un hôtel à Tunis ou à Nabeul ou à Hammamet. Et il peut réserver uniquement la matinée ou la journée pour faire une expérience. Et on a le multi-day où on accueille le client à l'aéroport. On s'occupe de lui sous tous les aspects, l'hébergement, la restauration, les transferts et les immersions culinaires. Et là, nous avons vraiment une clientèle mitigée. Et on a reçu plus d'une centaine l'année dernière et autant l'année d'avant. Et dans le multi-day, on a à peu près 3 à 4 par an. Sachant que Sawa Taste of Tunisia a été dans le top 10 des meilleurs sites web pour les foodie travelers en 2024 et en 2025. Inch'Allah en 2026 aussi. Mais pour 2026, c'est déjà demain. Oui. Mais tu nous prépares une énorme surprise pour 2028. Donc, je te laisse le plaisir et le privilège de l'annoncer. Oui, c'est vraiment un grand plaisir et un honneur pour moi. Donc, en 2025, on a commencé ce voyage, ce grand voyage qui va durer 5 ans. Donc, nous avons initié la candidature du Cap-Bon pour devenir au titre de région du monde de la gastronomie. On est candidat pour 2028. C'est un label qui est donné par l'Institut de gastronomie, d'art, de culture et de tourisme qui est basé à Barcelone, en Espagne. Et donc, qui a à ce jour, en 10 ans, donné ce label à plus de 22 régions européennes et qui s'est ouvert au monde en 2024. Et elle a commencé avec Assir en Arabie Saoudite. Et ça a été tellement un succès pour cette région, ça a attiré tellement de voyageurs, ça a encouragé ça a créé des emplois, ça a encouragé les femmes artisanes, ça a encouragé l'emploi des jeunes, ça a fait perdurer l'héritage culinaire que l'Arabie Saoudite a fait de Jeddah et Taïf un candidat pour 2027. Nous, avec le potentiel qu'a le Cap-Bon, on s'est donc porté candidat pour 2028. Nous avons signé le 30 mai 2025 un protocole avec donc l'Institut et Dr Diane Dodd en la personne de la présidente. Et je dis nous parce que c'est un partenariat public-privé.
Le public est représenté par le commissariat régional du tourisme de Nabeul. C'est aussi représenté par une institution académique liée à l'Institut de formation au métier du tourisme de Nabeul et une NGO liée à l'Association tunisienne de protection de la nature et de l'environnement, la TPNE, qui est basée à Korba, une association de plus de 30 ans. Et Sawa Taste of Tunisia représente le privé. Donc nous avons signé ce protocole. Nous avons remis au 1er décembre un bidbook, un dossier de candidature de plus de 80 pages qui a mis en avant tout le potentiel du Cap Bon, son environnement, ses paysages, ses artisans, sa cuisine. Vraiment un très beau dossier, un très beau livre qui sera en ligne la semaine prochaine, qu'on partagera avec tout le monde. Et au mois de mai 2026, nous recevrons l'équipe de l'ICAT et les jurys qui viendront donc pendant 4 jours découvrir le Cap Bon, réaliser que ce qu'on a mis sur le papier est bien là en réalité, et qui, à la fin du séjour, devant un parterre de journalistes, fera ses recommandations à la région et annoncera, Inch'Allah, la candidature du Cap Bon officielle pour 2028. Et de là découlera un programme. Voilà. Alors concrètement, ce programme, il est en cours. Ce programme, les grandes lignes sont élaborées. À Darjbel, on a signé en ce début d'année le pacte, le manifeste. Et nous sommes très très heureux de rejoindre le label Région du monde de la gastronomie avec une superbe plaquette d'ailleurs qu'on va déposée à l'entrée de la maison et avec un QR code où on va pouvoir comprendre c'est quoi l'enjeu, quel est le potentiel, mais surtout quel est le programme. Alors, de là, il est évident que Darjbel va participer avec ce qu'elle fait d'ores et déjà en termes d'ateliers, que ce soit par rapport à l'atelier de cuisine, par rapport à la préservation des produits du terroir, des ateliers créatifs que l'on fait, donc notre programme habituel le long de l'année. Mais pour cet événement, nous allons aller même un petit peu plus loin. Donc on a élaboré quelques pistes. Je pense personnellement à un atelier de photos par rapport aux gestes de la cuisine, ayant travaillé déjà sur le pain, sur le vocabulaire qu'on utilise, sur la poésie du vocabulaire du pain et sur ses gestes en termes de pétrissage, en termes de malaxage, en termes de caresser le pain. Je pense qu'il y a un véritable travail de photo à faire. Mais tu m'as tendu une perche aussi, donc je vais te laisser encore une fois le plaisir de l'annoncer. Ouais, donc en 2028, ça va être une année riche où on accueillera une 60aine de régions primées qui viendront donc découvrir la région. Donc c'est les autres régions à travers l'Europe et le monde qui viendront donc découvrir la nôtre. Et leur séjour sera clôturé par le sommet de la gastronomie mondiale et on serait le premier pays arabe à l'accueillir. Et donc ça se passera vers fin septembre, début octobre, mais 2028. Mais toute cette année-là sera une année de fête pour le Cap Bon. Nous organiserons des festivals, nous mettrons en place des programmes d'échange entre les mères, les grands-mères, les femmes rurales et les ménagères et les chefs pour qu'ils découvrent des recettes ancestrales, des recettes faites maison qu'ils pourront proposer à leur table et dans leur restaurant. L'idée aussi, c'est vraiment d'encourager les jeunes, de les initier à l'artisanat, à certains métiers qui sont en train de se perdre. Et les gîtes ruraux, les tables d'hôtes et les restaurants et les hôtels vont participer avec nous à travers différentes initiatives. Et une des initiatives qu'on a pensé qui serait idéale pour Darjbel, vu l'espace que vous avez et vu les ateliers que vous offrez, serait d'accueillir pendant une semaine immersive soit des chefs, soit des photographes qui m'appellent, soit des filmmakers, soit des écrivains qui, pendant une semaine, écriront, prendront des photos, créeront au niveau d'un thème bien précis. Donc ce sera vraiment une... Donc officiellement, Darjbel va lancer sa résidence des écrivains pour la cuisine du Cap Bon.
En Super. 2028, voilà. Donc, on va sortir Excellent. l'appel à projet, et ça, c'est un fait. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de récits, réellement, de récits culinaires, il y a tellement de choses. Et puis, la région du Gabon est d'une richesse incroyable. Quand on mêle quand on mêle le tourisme à la cuisine et la cuisine au rite, moi, je peux dire une chose ici, qu'on a une cuisine qui va accompagner les fêtes, qui est incroyable, qui va accompagner les saisons, qui est incroyable. Darjbel a aussi signé pour le Zhar Tour, qui est une initiative, encore une fois, portée par une association de Nebel qui va fêter le Zhar, qui est la fleur qui va sortir le Néroli et le bigaradier. Ça aussi, c'est encore un autre programme et qui, d'une manière ou une autre, les couches de valorisation de nos produits du terroir sont en train de se multiplier. Donc, 2028 s'annonce extrêmement riche et extrêmement intéressant. Lamia, tout ça est magnifique, aussi magnifique que la région du Gabon, qui a un potentiel énorme parce que c'est à la fois la mer, l'agriculture, c'est des produits d'exception, c'est le terroir du vin, c'est le terroir... aujourd'hui, c'est le premier producteur... je sais que la région de Hammamet est premier producteur d'huile d'olive sur la région du Gabon, mais c'est aussi Shelba mta Hawaria, c'est aussi Chakchouka mta Nebel, la harissa, c'est aussi les fameux petits biscuits mta Qlibia. En fin de compte, la richesse du Gabon fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment la zone pilote par laquelle on peut que passer. Oui, on a choisi le Gabon de par son potentiel qui est culinaire, artisanal. La richesse qui est c'est terre et mer. On a 180 km de mer. L'intérieur des terres est aussi riche. Les Tunisiens montent au Gabon pour acheter la viande à Manzel Tmim, pour acheter les oranges à Manzel Bouzalfa, le lim, pour acheter les harissa à Nebel, les épices à Manzel Tmim aussi. Manzel Tmim est connu pour être l'Inde du Gabon, avec le choix des épices. Le hola se fait là-bas. Donc vraiment, l'idée c'est ça. Mais l'idée aussi le Gabon, parce que de mon côté à moi, je suis à moitié italienne et donc et à moitié algérienne, mais née et grandie en Tunisie, donc le cœur est tunisien. Mais mes ancêtres italiens sont arrivés à bord de barques illégales dans l'autre sens au début du siècle dernier, et ils ont atterri au Gabon et cette terre leur a ouvert les bras. Ils y ont passé des années difficiles, oui, parce qu'ils ont travaillé la terre, mais ils ont passé aussi leurs plus belles années, les plus grands fous rires, les plus belles réunions familiales. Et moi, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir rendre à cette terre ce que leur a donné. Et en me promenant de plus en plus à travers la région, on découvre vraiment de très belles histoires, de belles âmes, des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants. Et la nature est là. À la côte nord, on compte quand même 7 sources naturelles qui ont une histoire merveilleuse. La côte sud qui fait face à l'Afrique est aussi riche de par ses plages, de par ses lagunes, de par ses oiseaux migrateurs qui s'arrêtent à Korba, de par le Kakel, dans lesquels les Andalous ont ramené leur or. Donc il y a des histoires de Slimane al-Hawariya en passant par Takilsa, par Sididé ou par Dar Alouj, par l'intérieur des terres, par Lebna. C'est une richesse vraiment. L'agriculture, du temps des Romains, déjà, le Gabon était les jardins d'Éden. Une grande partie des légumes et des fruits partaient d'ici, et aujourd'hui, ils sont distribués à travers toute la Tunisie. Donc le Gabon est vraiment riche. Et Inch'Allah, avec le succès du Gabon, demain, on pourra faire d'autres régions du monde de la gastronomie. Le Sahel est très riche aussi, on pourra en faire une région. On pourra faire du sud, voilà, du nord-ouest. Nous avons vraiment un héritage culinaire impressionnant que le monde ne connaît pas, et c'est dommage. Donc le but est ça, de vraiment faire connaître, de faire perdurer aussi des recettes ancestrales, d'encourager
l'employabilité, de faire en sorte que les recettes passent de grand-mère aux filles et aux chefs, et de par ce projet, l'IFMT, qui est l'Institut de formation Midi Tourisme, suite à ce projet, a fait de ces jardins un potager, de façon à ce que les chefs puissent vraiment avoir des produits non traités selon les saisons. Donc l'idée, c'est vraiment de cuisiner avec des fruits et des légumes de saison, de ne pas aller chercher très loin des fruits et des légumes exotiques, et d'utiliser ce qu'on a et qui est à forte valeur. Voilà, donc de manger plus équilibré, de mieux manger, et de faire en sorte que nos enfants demain mangent mieux. La cuisine fait voyager et voyage. Et elle a beaucoup voyagé. Moi, dans mes nombreux déplacements et dans mes nombreux travaux sur la cuisine, notamment à travers Mille et une Tunisie, j'avais pensé à un moment donné que la cuisine tunisienne se perdait. Mais j'ai été extrêmement surprise parce que les recettes sont là, parce que la mémoire passe et elle est vive, parce que quand on a l'habitude d'une forme de cuisine, voilà, d'une herbe qu'on va transformer en une soupe traditionnelle, alors فما الواجات بداو ماشيين جايين يجيبوا في الخبز بركة entre le nord-ouest et le jeune étudiant, voilà, la jeune fille qui s'est mariée à Kerouan, voilà, qui s'est mariée à Touzr. Le souvenir de ce que peut, j'allais dire, la charge émotionnelle due à la cuisine, au souvenir d'une ftira, voilà, le souvenir d'un makrouz quand il s'installe. Moi, je suis une grande amatrice du makrouz de Hammamet. Non, le makrouz, c'est par exemple le makrouz de Kerouan, alors que celui de Hammamet est très différent et a été porté par les Kerouanais qui se sont installés à Hammamet, parce que c'est une grande partie de la main-d'œuvre et dans le tourisme notamment venait de là. Et en fait, cette appropriation a fait que Hammamet a sorti une variété de makrouz qui lui est propre. Même les Kerouanais, quand ils la voient, ils disent makrouz ta Kerouan. Mais plus loin, pour revenir sur la famille et sur tes grands-parents qui sont venus, actuellement, Hammamet est en train d'enregistrer une transformation. Il y a 6000 Italiens qui se sont installés ici. Et moi, aujourd'hui, je vais acheter mes orecchietti fraîches, comme quand je vais acheter du bon poisson frais chez mon poissonnier, quoi. Donc, finalement, voilà, comme quoi la cuisine a ça de vrai, comme quoi la cuisine est un lien social très, très fort, comme quoi la cuisine, bien entendu, c'est la santé, mais c'est vraiment un travail, un savoir-faire, une émotion, un partage. Et c'est en ça où ce programme est d'une intensité, je suppose, qui va être magnifique. Oui. Autre chose, probablement, et là, je fais un petit peu la part entre la cuisine et le produit du terroir. Voilà, souvent aussi, on assimile un petit peu et on se perd entre les deux. Mais il est clair qu'en Tunisie, s'il y a un travail dont on est extrêmement fier, c'est l'inventaire du produit du terroir. C'est un concours qui se tient maintenant tous les 2 ans, qui est, je pense, à sa 4e ou sa 5e édition, et où le Gabon gagne et rafle des médailles d'excellence extraordinaires, que ce soit pour les eaux florales, voilà, pour le harissa, voilà, pour les confitures et pour certains miels. Mais voilà, encore une fois, le terroir fait parler. Le terroir a son identité, et le terroir, à un moment ou à un autre, il s'adapte. Ce que l'on considérait comme des produits, par exemple, j'ai récemment visité une propriété agricole où on produit de l'avocatier. Il est juste incroyable. Le produit fini, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les étals, mais produit dans cette terre qui est d'une fertilité extraordinaire. Donc, encore une fois, pour dire que le terroir du Gabon est exceptionnel. Les traditions qu'il y a ne sont pas du tout... Moi, je ne suis pas du tout dans l'alarmisme. Je pense que cette culture est extrêmement vivante. Il y a même une réappropriation de la cuisine. Maintenant, ce qui lui manque, c'est tout le reste. C'est le récit autour. C'est le fait de la faire voyager. C'est le fait de proposer une offre beaucoup plus construite, scénographiée. On mange, c'est bon, des fois c'est pas joli, mais c'est extrêmement bon. Voilà, il y a tout ce travail-là qui va avoir besoin de formation, qui va avoir besoin d'accompagnement, qui va avoir besoin de soutien probablement. Est-ce que dans le programme de ce label, de World Region of Gastronomy, est-ce qu'il va y avoir des formations, est-ce qu'il va y avoir des ateliers pour
mieux présenter, mieux raconter, s'ouvrir au monde. Est-ce que ça, c'est dans le cœur même Oui. de cette manifestation? Oui, exactement. C'est ce dont je voulais parler. C'est que ce label va nous permettre de nous ouvrir au monde, mais ce label va nous permettre d'échanger avec les autres régions primées. Et les autres régions primées, c'est entre autres la Sicile, qui l'a été en 2025, région du monde de la gastronomie, région européenne, pardon, de la gastronomie. Ça va l'être avec d'autres pays arabes, qui Maroc, qui est candidat pour 2029. Il y a la Jordanie qui est en train éventuellement de signer. Et toutes ces régions qui sont tout autour de la Méditerranée, comme la Catalogne, comme la Grèce, comme d'autres régions en Italie et d'autres régions en Espagne, qui va permettre donc d'échanger, et aussi bien avec de la Croatie, la Slovénie et même peut-être des régions nordiques. Donc il va y avoir un échange. Et on peut échanger des bonnes pratiques, on peut échanger sur des façons de faire, sur des manières de préserver, sur des manières par exemple, moi, un grand souci que j'ai pour le Gabon, c'est le plastique qu'on voit partout. Et donc, je sais que la Slovénie a fait Food for Plastic, un programme qu'on va essayer éventuellement de copier-coller ici sur le Gabon. Donc cet échange avec la région de Slovénie qui a un titre aussi comme nous, va permettre d'échanger et d'utiliser ces best practices. Et donc ce label va nous permettre de nous ouvrir au monde, donc d'échanger avec d'autres régions, de faire des programmes communs et de partager. Mais ça va nous permettre aussi de faire connaître nos produits du terroir, parce que l'ICAD propose chaque année le Food Gift Challenge, qui est donc un concours du meilleur cadeau culinaire, donc où le produit est et les critères sont sa présentation, s'il est bon, s'il est pratique pour voyager, le rapport qualité-prix et tout ça. Et donc, ça va permettre à nos artisans culinaires et artisans tout court de travailler ensemble de façon à proposer un produit fini exceptionnel. Il y a le Food Film Menu, qui est un concours de petits films autour d'une région. Donc, ça aussi, ça va permettre à nos jeunes cinéastes, nos jeunes filmmakers aujourd'hui de proposer leurs films et de gagner ce concours. Et il y a aussi le Young Chef Award, c'est un concours de jeunes chefs de moins de 26 ans. Donc nous allons en organiser un national et ensuite on passera à l'international et probablement au niveau MENA, parce que l'Arabie Saoudite va en organiser un au niveau MENA. Et il y a aussi the Bee Day au mois de mai, qui est la journée mondiale des abeilles, et pendant lequel aussi on organise un événement. Et last but not least, le top 10, top 10 des meilleurs sites web culinaires où nous avons participé et où d'autres sites culinaires peuvent participer. Donc tous ces concours annuels qui se passent chaque année dans une région différente et qui se tiendront au cœur du Gabon aussi dans les 5 années à venir et plus, permettront de faire connaître et les artisans et nos artisans culinaires et nos filmmakers et nos sites web Voilà, et tout ça. aux designers de se mettre au travail dès Voilà, maintenant. donc c'est un appel pour tout le monde de proposer ce qui a été fait et peuvent créer pour les années à venir. Et c'est une façon donc de faire connaître la région sous toutes ses facettes. Et je pense que vraiment c'est une chance inouïe pour le Gabon de se présenter et de décentraliser et d'associer les zones urbaines et les zones rurales et de faire travailler tout le monde la main dans la main et de travailler tous ensemble, sawa. Et de travailler tous ensemble, ça va. Donc, encore une fois, la cuisine tejmana, la cuisine nous raconte, la cuisine dévoile nos secrets, nos histoires, les grandes et les petites. L'histoire de la cuisine, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de voyage et de partage. Et espérons, voilà, Darjbal est extrêmement heureuse d'embarquer dans cette aventure à laquelle on souhaite tout le succès. À partir d'une chose évidente, un pays, il se goûte, il s'écoute, il se danse, il se parle. C'est tout ce qu'on souhaite pour la destination Tunisie, pour nos entreprises, pour les savoir-faire et les savoir-être de notre pays. Lamiette Mimi, merci infiniment. J'ai été très heureuse de te recevoir à Darjbal. Et donc, rendez-vous avec le World Region of Gastronomy Gabon candidat 2028. Inch'Allah. Merci pour l'invitation.